Dans cet épisode, on va parler de statut équestre, d'invasion et de religion, pour changer. Donc, lors des derniers épisodes, on a pu voir que les influences des Francs pour la structure politique et des Byzantins puis de Rome pour la religion commencent à former le duché de Bohême, et une famille noble commence à y prendre l'ascendant, les Przemyslid. Le premier duc historiquement sourcé se nomme Borzhivoj Ier, et pour lui c'est pas top car la Grande Moravie est encore là, elle est très puissante, du coup Borzhivoj ne va pas avoir beaucoup de marge de manœuvre, et c'est plutôt avec ses fils, Spitiniev puis Ratislav, que les choses vont pouvoir évoluer vers une plus grande autonomie de la Bohême. En effet, la Grande Moravie subit au début du Xe siècle les assauts des Bavarois à l'ouest et des Magyars, les descendants des Hongrois, à l'est. Et comme de base, le royaume de Grande Moravie est une union avec des entités géographiques assez distinctes, elle finit par se fragmenter et disparaître, laissant le champ libre aux Przemyslid. Ratislav commence alors à avoir un peu de marge de manœuvre en ayant une diplomatie royale assez active, ainsi qu'une armée capable, bien que peu nombreuse. Et c'est surtout son successeur qui va durablement marquer les esprits, son fils Venceslas. Alors ceux qui connaissent un peu l'histoire des pays tchèques savent que je vais parler de la statue équestre à Prague, qui est située sur la place Venceslas, ou Václavské náměstí en tchèque. Alors, qu'est-ce que ce duc a de spécial ? Eh bien, c'est le premier dirigeant de Bohême à être un chrétien dès le départ. Avant ça, tous les ducs, chefs et autres dirigeants étaient des païens slaves avant de se convertir au christianisme, quand ils le faisaient. Du coup, Venceslas se démarque nettement de ses ancêtres par sa dévotion envers la foi chrétienne. Par exemple, il va jusqu'à demander la destruction de toutes les potences dans son royaume et, de manière générale, à réduire au minimum le recours à la peine de mort. Ou encore, lorsque le roi Henri Ier l'Oiseleur de Germanie s'apprête à lui faire la guerre, eh bien Venceslas lui propose un tribut afin de ne pas avoir à se battre, ce qui est assez inhabituel à l'époque. Alors, cette attitude va faire que Venceslas est célébré comme un vrai roi chrétien, même s'il n'est que duc, au point que Henri Ier l'Oiseleur de Germanie lui offrira une relique de Saint Guy, ce qui est plutôt un beau cadeau dans le contexte de l'époque. Mais certains pensent que toute cette piété et ses relations avec les Allemands, ce n'est pas bon pour le duché de Bohême, et pour cela, Venceslas sera assassiné le 28 septembre de l'an 929 ou 935, on ne sait pas trop. Alors, beaucoup de Tchèques ont entendu et on pourrait être tenté d'imaginer que c'est le frère de Venceslas, Boleslav, qui a comploté pour tuer son frère ou à minima n'a rien fait pour empêcher les comploteurs de l'assassiner. La seule chose où on est sûr, c'est que Boleslav a pu prendre la couronne et les nobles ne s'y sont pas opposés, ou alors très peu. Ce qui montre bien qu'au sommet de l'État, la piété de Venceslas n'était pas si bien vue que ça. Il y a plusieurs pistes pour expliquer ce meurtre. D'abord, il y a l'hypothèse de la réaction païenne des tenants de l'ancienne religion slave, qui ne sont pas super enthousiastes de voir Venceslas christianiser le pays à marche forcée. Ensuite, il y a les relations avec la Germanie. Les nobles tchèques ne sont pas ravis de devoir payer un tribut et préféraient plutôt faire la guerre et surtout des raids et des pillages chez le grand voisin. Enfin, et ce n'est pas à exclure que les factions nobles se soient rangées derrière Boleslav parce que son frère Venceslas ne voulait pas les écouter tout simplement. Mais bon, en tout état de cause, Boleslav devient le nouveau duc de Bohême sans trop de problèmes. Et, sitôt sur le trône, il va, par calcul politique purement cynique ou par remords, placer la dépouille de Venceslas dans l'église rotonde de Saint-Guy, que les gens puissent se recueillir, et va élever son fils et successeur dans la foi chrétienne. Par contre, il va chercher la bagarre avec la Germanie, ce qui va marcher un temps jusqu'à ce que l'empereur allemand, Othon Ier, vienne assiéger le château où se trouve son fils. Du coup, Boleslav reconnaît la suzeraineté de l'empereur germanique, ce qui fait qu'il paye le tribut et doit parfois envoyer son armée pour aider son nouveau seigneur. Mais à l'inverse, quand par exemple les Hongrois envahissent la Bohême, Othon Ier envoie ses troupes pour aider Boleslav.
Après, concernant sa réputation auprès des Tchèques, pour faire simple, plus le temps passe, plus la mémoire de Saint Venceslas grandit, et fatalement, celle de son frère, qui est perçu comme son meurtrier, s'entache. Néanmoins, Boleslav Ier continue de diriger la Bohême en tant que vassal de l'Empire germanique jusqu'à sa mort et l'accession au pouvoir de son fils Boleslav II. Et Boleslav II, il est surtout connu pour avoir réussi à établir un évêché en Bohême, grâce à la dévotion que suscite son défunt oncle, Saint Venceslas. Et avoir un évêché, pour un duché, c'est très bien. Ça permet à la Bohême de ne plus avoir des évêques de Germanie, ce qui est un gain politique notable, parce qu'il faut bien voir que, vu les distances et le temps que le courrier prend pour circuler à l'époque, un évêque a beaucoup de pouvoir, principalement dû au fait que la religion est omniprésente dans tous les aspects de la vie. D'ailleurs, entre les donations et la dîme, un impôt pour financer l'Église, la carrière d'ecclésiastique est plutôt rentable. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de fils de nobles, sans terre, se retrouvent de plus en plus à entrer dans les ordres. Et c'est pour cela que, pour éviter que cela devienne un business qui se passe de père en fils, que le célibat des ecclésiastiques va devenir la norme. Aussi, il faut bien comprendre qu'à l'époque, on a une vision très fin des temps. Et quand je dis fin des temps, c'est pas qu'on pensait forcément à l'apocalypse, mais plutôt à la croyance que le royaume de Dieu va bientôt s'établir sur terre et que Jésus va revenir pour régner et sauver tout le monde. Bref, avoir un évêché sur son territoire, c'est un atout considérable. Mais bon, Othon Ier, ne voulant pas que Prague soit trop indépendante, rattachera l'évêché de Bohême à celui de Mayence, évêché de Mayence qui lui-même est sous contrôle impérial. Et d'ailleurs, l'empereur germanique a un peu raison de se méfier, vu que quand Henri Ier de Bavière, qui est le fils cadet de Henri Ier de Germanie, se révolte contre son grand frère Othon, eh bien, Boleslav II vient en aide aux rebelles allemands. Parce que bon, si l'Empire pouvait s'affaiblir, ce serait pas plus mal. Entre la fin du règne de Boleslav II et le début de celui de son fils Boleslav III, soit autour de l'an 1000, il va se passer une histoire digne de Game of Thrones. Les ducs Przemyslid vont sentir que d'autres puissantes maisons nobles de Bohême, les Wrzowice et les Slavnikides, pourraient devenir une menace. Du coup, Boleslav envoya ses troupes pour les tuer. Sympa. Toute la famille Slavnikide est assassinée et quasiment toute la famille Wrzowice est exécutée, sauf le chef de famille, Boleslav, qui trouve refuge à la cour de Pologne chez la dynastie Piast. Et le roi de Pologne, Boleslas Ier, qui est en poste au moment du début du règne de Boleslav III Przemyslid, décide justement d'envahir la Bohême, principalement grâce au fait que l'Empire germanique est en crise de succession et que les purges des maisons nobles a considérablement affaibli la Bohême, ce qui lui rend la conquête plutôt facile. Du coup, Boleslas Ier de Pologne se proclame duc de Bohême et quand Henri II devient le nouveau César ou Kaiser de l'Empire germanique, il demande la restitution des terres de Bohême car ce sont des terres de l'Empire. Du coup, ça va être la grosse bagarre entre les Allemands plus les Tchèques contre les Polonais qui sont obligés de rendre la Bohême mais gardent la Moravie. En fait, Boleslas Ier de Pologne a vraiment été en position pendant un moment de créer une Zapadoslavie, un pays des Slaves de l'Ouest, catholique, qui aurait pu être un adversaire pour l'Empire germanique. Ce qui a probablement incité les Allemands à intervenir d'autant plus pour remettre les Przemyslid sur le trône. Cependant, la situation en Bohême va être instable un bon moment avec plusieurs ducs qui se succèdent, et c'est vraiment avec Bretislav Ier que la situation va s'améliorer. Bretislav Ier devient duc en 1034, et de suite il va renouveler son vœu de loyauté auprès de l'empereur de Germanie pour avoir les mains libres afin de faire ce qu'il aime le plus, la bagarre. Déjà, il va reprendre tout ce que le royaume de Pologne avait pris au duché de Bohême il y a 30 ans, en pillant et annexant la région de Cracovie. Comme il avait déplacé des reliques de force, il se fait menacer d'excommunication par le pape, et à l'époque, se faire excommunier, c'est le risque de se faire détrôner, envahir et autres joyeusetés. Du coup, il fait quelques concessions. Mais après cette invasion de la région de Cracovie, c'est l'empereur de Germanie qui se dit que c'est pas super d'avoir un royaume de Bohême qui aime autant la bagarre. Et cet empereur germanique,
Henri III aimerait bien aussi que le tribut versé par le duché de Bohême soit plus important. Bretislav va lui dire d'aller se faire voir chez le pape, et Henri III va envoyer 2 régiments entiers que Bretislav va démolir. Furieux, Henri III envoya tout ce qu'il pouvait mobiliser dans son empire, et cette fois, Bretislav fut vaincu. Du coup, Bretislav put se maintenir en poste au prix de plus de taxes, plus de contrôle des Allemands, et l'obligation de rendre la région de Cracovie à la Pologne. Et l'empereur Henri III, voyant qu'il était fort en bagarre, emmena souvent Bretislav dans ses expéditions, principalement contre la Hongrie. Bref, en politique extérieure, Bretislav faisait très attention à ne pas déplaire à l'empereur. Par contre, en politique intérieure, il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Et le changement qu'il a voulu mettre en place concerne la succession au titre du duc de Bohême. En effet, on passe du système de primogéniture qui consiste à faire hériter du titre de duc au premier fils du souverain à un système de succession par seignorat où la couronne va aux membres de la famille le plus âgé. Bon, dans les faits, ça permet au souverain de désigner son héritier. Et il se trouve que Bretislav choisit un de ses fils, Zbigniew II, qui ne dure pas très longtemps et ne fait rien de bien terrible à part payer à l'église le droit de s'habiller en évêque et virer quelques marchands allemands de Prague. C'est surtout quand Zbigniew II meurt que ça devient intéressant avec son frère Vratislav II qui devient duc en 1061. C'est donc un duc qui est très attaché à la Moravie et souhaite fonder, de manière définitive, un évêché à Olomouc. Oui, je dis définitif car du temps de Boleslav II, au siècle d'avant, il y avait déjà eu un très éphémère évêché à Olomouc qui a duré quelques années avant d'être dissous. Et Vratislav II, bien que duc, est obligé de partager son pouvoir avec ses autres frères, Conrad, Othon et Jaromir. Et ça ne se passe pas bien du tout, avec des désaccords à répétition, du drama, bref, Vratislav II n'a pas la vie facile. Par contre, il s'entend super bien avec son empereur, Henri IV de Germanie, qu'il va aider malgré l'excommunication de ce dernier. Ce qui fait que non seulement il a de bonnes relations avec le pouvoir impérial, et il va repousser les attaques des Polonais et des Hongrois, et le tout en faisant en sorte que Rome l'aime bien. Ce qui est pas mal vu que, comme je l'ai dit, l'empereur qu'il sert, Henri IV de Germanie, est excommunié. Donc Henri IV de Germanie décide en récompense de ses bons et loyaux services, le 15 juin 1085, de couronner Vratislav II en tant que roi de Bohême. Mais alors attention, à ce moment de l'époque médiévale, roi c'est un titre honorifique qui n'a pas encore la valeur de monarque avec beaucoup de pouvoir tel qu'on le verra dans les siècles à venir. Ce qui fait que dans les faits ça change pas les relations entre Vratislav et ses vassaux ou celles avec l'empereur, mais c'est bon pour le prestige. D'ailleurs, à la mort de Vratislav, il va se passer 2 choses. Les ducs de Bohême n'auront pas le titre de roi automatiquement, et surtout il va y avoir une querelle de succession au point qu'en quelques années, plusieurs ducs vont se succéder, mais ça sera pour la prochaine fois. En conclusion, vous pourriez me dire, en fait Karneček dans cette histoire, on parle pas beaucoup de Saint Venceslas. Et vous auriez raison pour une raison simple, mis à part être exceptionnellement dévoué à l'idéal du bon chrétien et son assassinat, il n'est pas si incroyable que ça pendant son règne en soi. En revanche, c'est surtout sa vie après sa mort qui ne fait que prendre de l'importance pour les Tchèques à mesure que le temps passe et que les souverains de Bohême se succèdent. Déjà, son frère Boleslav Ier a utilisé sa dépouille pour en faire une relique qu'il a placée dans la rotonde Saint-Guy, et comme je le disais, son culte ne va que s'intensifier avec le temps. Un truc surprenant, les Britanniques ont un chant de Noël, Good King Wenceslas, écrit au XIXe siècle pour vous donner une idée de sa notoriété après sa mort. D'ailleurs, il faut savoir que la République tchèque contemporaine a 2 fêtes nationales. Le 28 octobre pour la proclamation de la Tchécoslovaquie qui représente l'État moderne, et le 28 septembre, jour de la mort de Wenceslas, pour représenter l'ancien duché de Bohême. Voilà, ainsi se terminent les 10e et 11e siècles en Bohême. J'ai décidé de faire une coupure ici car il reste encore beaucoup de Przemyslid à présenter et surtout parce que la fin du 11e siècle signifie le début des croisades, ce qui est un événement assez marquant pour l'Europe et la chrétienté.
En plus, il nous reste à voir quand finalement le titre de Roi de Bohême devient un titre définitif et qui se transmet, mais tout ça, ce sera pour le prochain épisode. Du coup, je peux vous dire en attendant mon traditionnel, à la prochaine.